Vous avez vu ces militants d'extrême gauche qui font péter des trucs dans les champs à coups d'explosifs artisanaux? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien préparer? Une insurrection? Un attentat peut-être? En plus, ils ont des armes à l'arrière de leur camionnette. C'est sûr, quand on veut renverser l'État, c'est pas pour aller taper des canettes à la carabine le dimanche après-midi qu'on a des armes. Non, c'est forcément qu'on fait partie d'une bande, d'un groupe secret qui a des intentions louches. C'est le début d'une bonne histoire que je vous raconte là. Une histoire qui fait peur, avec des garçons à capuche qui veulent renverser le système, armes au poing. Sauf que ce n'est pas le scénario qui sort de l'esprit d'un scénariste à la petite semaine. Non, c'est un scénario qui a conduit 7 personnes au tribunal pour association de malfaiteurs à caractère terroriste dans l'affaire du 8 décembre 2020. Je suis Pierre-Louis Collin. Je suis Violette Voldoir. Vous écoutez Rien à déclarer, un podcast original de Radio Parleur. Dans cette enquête en 5 épisodes, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qu'on appelle les inculpés du 8 décembre. L'affaire remonte à l'année 2020. À l'époque, les 7 inculpés ne se connaissent pas. Pourtant, ils et elles seront renvoyés devant le tribunal pour association de malfaiteurs terroristes. On les soupçonne d'avoir voulu commettre des actions de guérilla et des actions violentes contre les cibles institutionnelles. Deuxième épisode, l'antiterrorisme et le fantasme de l'ultra-gauche. Ils sont déjà tellement persuadés de leur scénario et ils sortent quelques éléments de ta vie qui font coller à leur scénario. Et tu te dis en fait quoi que je leur réponde, ça sert à rien de leur répondre, parce que quoi que je leur réponde, ils sont déjà persuadés de leur version et ils changeront pas d'avis, quoi. Si on a des armes, c'est forcément pour tuer des gens. S'il y en a qui font du drone, c'est fatalement pour pouvoir foutre des explosifs sur le drone, pour pouvoir l'envoyer sur je sais pas qui. Si quelqu'un est parti au Kurdistan, c'était fatalement pour pouvoir revenir avec une expérience militaire. Le fait d'avoir WhatsApp et Signal sur son téléphone est une volonté manifeste de vivre dans la clandestinité. Tout ce qui sort comme conversation, comme texto, comme écoute, c'est uniquement quelque chose qui pourrait potentiellement être à charge. 90% des textos que j'ai envoyés qui sont versés au dossier, c'est des textos que j'envoyais aux gens qui s'occupent du stand de tir pour réserver une place pour pouvoir aller tirer. Donc du coup, il y a genre 30 procès-verbaux de textos en mode bonjour, est-ce qu'il y a une place pour samedi ? Et quelqu'un me répond oui, il y a une place pour samedi. Eh bien à samedi. Un procès-verbal. Ça fait 2 pages. À un moment donné, un service enquêteur, il va faire une sélection des propos qui lui paraissent intéressants ou alimenter, lui, sa propre vision des choses. Guillaume Arnaud, avocat au barreau de Bobigny. Donc on se retrouve avec des centaines d'heures d'écoute et finalement une dizaine de pages de retranscription. À un moment, il faut se poser la question de quel effet, comment on fait le choix de ce qu'on retranscrit ou pas. C'est un prisme de lecture, c'est la construction d'un récit. Et d'autre part, comment on vient accoler finalement une discussion qui aura lieu le 2 du mois et une discussion qui aura lieu le 31 du mois suivant. 2 mois sépareront ces discussions et pourtant, dans la retranscription, on les accolera à la suite. Alors il y aura marqué les dates, il n'y a pas de difficulté, mais on va finalement créer un espèce d'ensemble pour dire regardez, discute de ça. Mais en fait, toutes les discussions qui auront lieu entre la première et la deuxième, pour le coup, on en fait fi. Et pour le coup, le corps de la vie, c'est ce qui a occupé ces 2 mois. C'est pas 2 petites discussions de 2 minutes sur 2 mois. C'est les 2 mois de discussion qui finalement constituent peut-être ou pourraient constituer un peu une lecture de ce qu'on a dans la tête. Pas un choix sélectif de ce qu'on veut mettre en avant. Construire un récit, raconter une histoire, c'est un des cœurs de métier d'un service enquêteur comme la DGSI. Et pour construire une bonne histoire, il faut des éléments pour l'alimenter. Et c'est comme ça que chaque morceau de vie, pris par-ci par-là au gré des écoutes, utiles au dossier, vient nourrir le propos et la trame narrative. Ces éléments, mis bout à bout, deviennent des preuves logiques, évidentes de culpabilité. Il y a une logique inquisitrice dans ce procès, évidemment, dans la mesure où on avance des affirmations qui reposent sur une criminalisation de la pensée, on prête des intentions, on prête même des appartenances à certaines personnes, et elles n'ont aucun moyen pour pouvoir contester la réalité de ces éléments. Colline Bouillon,
avocate au barreau de Créteil. Je pense par exemple à une des personnes qui a été, depuis le début, on l'accusait d'avoir rejoint l'ELN en Colombie. Et du simple fait qu'il ait fait un voyage en Colombie, on n'a jamais réussi à étayer quoi que ce soit dans ce sens. Et pourtant, on le retrouve dans les documents qui servent à inculper les mises en examen devant le tribunal correctionnel. C'est assez bizarre dans le sens où en fait on part, c'est ce que je disais aussi à un moment, on part d'une note blanche et tout le dossier est fait pour que ça colle à cette note blanche. Donc en gros ils partent sur des suppositions, sur du conditionnel et ils le répètent en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Libre flot. On dirait en fait un scénario de roman. En fait on crée les personnages, et là t'as les personnages, t'es là. Ah il est rigolo lui. Ah merde c'est moi. Ah merde ça colle pas non. Et t'as tous les trucs comme ça, mais c'est stéréotypé, c'est grossier, c'est vraiment... les limites, si j'ai pas le couteau entre les dents, tu vois. Et après, il raconte un scénario. Et là, tu vois que c'est vraiment de la narration. Et en fait, de temps en temps, il renvoie au dossier. Et c'est ça qui est le plus fou, c'est que quand tu regardes ça, tu renvoies au dossier. Donc le dossier, il est déjà fallacieux à peu près, il est déjà choisi, il est déjà... Et les 3/4 du temps, c'est pas le dossier. C'est l'interprétation du dossier. Ou des fois, c'est carrément des rajouts complets. Genre, ça ne vient de nulle part. Tout à l'heure, je parlais de mes lunettes qui, dans les retranscriptions, se transforment de lunettes balistiques à gilets tactiques. Et ben, dans le réquisitoire, le PNAT se lâche en disant gilet explosif. Pour accompagner ces preuves logiques, il faut marquer les esprits. De l'opinion publique, déjà, et puis des magistrats. Pour ça, quoi de mieux que d'évoquer le spectre qui hante l'Europe et le parquet national antiterroriste, l'ultra-gauche. On l'a vu dans cette ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, une sorte de mémoire sur l'ultra-gauche est rédigée afin d'accompagner les juges qui rendront la décision de jugement et qui viennent définir pendant des pages et des pages l'action de l'action directe pendant des années, des groupes ultra-gauche en Grèce, au Rojava, en Italie, en France. On essaye de parler de ce que c'était que l'action directe, d'énumérer les morts, les décès, etc. pour terroriser le lecteur et ensuite amener les éléments à charge et incriminants tels que les a souhaité le magistrat instructeur afin qu'il y ait un lien direct qui soit fait entre le comportement des uns et le comportement des autres. L'association de malfaiteurs terroristes, c'est le délit qui vient ici couronner le soupçon. Un chef d'inculpation qui permet les moyens d'enquête les plus intrusifs, mais qui présume également de la culpabilité des prévenus, comme en témoigne la dureté de la procédure et le récit construit par le parquet. En fait, c'est un chef d'inculpation, l'association de malfaiteurs terroristes, qui permet tout d'abord d'ouvrir une procédure en matière criminelle, donc de s'offrir tous les moyens d'enquête les plus intrusifs afin de pouvoir faire vivre une instruction. On pourrait supposer que c'est l'existence d'un projet en fait qui serait condamnable. Le fait qu'on arrive à attraper quelqu'un avant qu'il ne commette des actes criminels et qu'on aille réprimer ce fait-là. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas besoin d'avoir de projet en matière terroriste pour pouvoir incriminer quelqu'un de ce chef. Le simple fait d'avoir commis des infractions qui sont caractérisées comme des actes préparatoires permet pour la justice antiterroriste de supposer la réalisation d'une association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste. Dans cette affaire, il n'y a eu aucun attentat. Aucune trace qu'un attentat se préparait. Rien. Seulement des bribes mises bout à bout par des enquêteurs spéculant une intention de faire quelque chose. Mais quoi ? Le parquet national antiterroriste ne le dit pas clairement.
On a toute une évolution jurisprudentielle, effectivement, où avant il fallait avoir connaissance de l'acte répréhensible pour être pris dans le cadre d'une AMT, donc association de malfaiteurs terroristes. Et on est de plus en plus dans une jurisprudence qui viendrait de nous dire qu'il devait nécessairement avoir connaissance de la commission ou la volonté de commission de l'infraction. Il devait nécessairement avoir connaissance, ce qui pose une difficulté parce que on vient dire nous côté anti-terreau, de façon large, on sait lire les âmes. Vraisemblablement, je ne crois pas. Comment les services de renseignement, mais aussi le parquet national antiterroriste, peuvent-ils exiger qu'on les croie sur parole ? Que l'histoire qu'ils racontent, la menace qu'ils ont vue ou cru voir, ne repose pas sur leurs propres fantasmes. On est dans un régime où il n'appartient pas aux personnes de démontrer leur innocence. En matière terroriste, effectivement, on se retrouve avec cette bascule de la preuve, c'est que tout d'un coup, en fait, on demande aux gens de démontrer qu'ils sont innocents. Le procès du 8 décembre est un procès qui fera date, tant par la démesure des moyens mis en place par les services, que par les conséquences législatives qu'il pourrait engendrer pour le mouvement social. Ce qu'on vient incriminer là, et le risque, c'est de laisser une porte ouverte à que toute forme de militantisme puisse venir très vite se retrouver sur une qualification terroriste. Et c'est une porte ouverte aujourd'hui qui serait extrêmement dangereuse, et pour le futur, qui pourrait l'être encore plus au vu d'un changement gouvernemental ou d'une radicalité gouvernementale qui s'installe. Sûrement pris par un espèce de traumatisme du terrorisme 2015 en France, on a fait une porte ouverte à la répression et on a laissé un grand champ libre pendant plusieurs années, notamment au parquet national antiterroriste, pour créer du récit, créer de l'angoisse et du coup venir s'affirmer comme le chevalier blanc prêt à protéger tous les citoyens. Le problème, c'est que quand on se met à sursurveiller, surprotéger, on peut finalement avoir un effet inverse et venir surincriminer, venir surcondamner pour de mauvaises raisons. Dans le prochain épisode, Libreflot raconte comment son engagement auprès des Kurdes du Rojava contre Daesh a fait de lui une cible des services de renseignement. Une enquête en 5 épisodes de Pierre-Louis Collin. Écriture et production, Pierre-Louis Collin et Violette Voldoir. Réalisation, Arthur Faraldi.